Je tiens à remercier la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot et Caroline Eliachep et Céline Masson. Caroline Eliachep et Céline Masson m'ont ouvert les yeux, dessillés depuis 2 ou 3 ans. Et je considère que cette réflexion est une réflexion essentielle pour notre temps et pas du tout une réflexion accessoire. La médecine est un humanisme, disait Emmanuel Lévinas. Elle l'était. Elle ne l'est plus. Fascinée en effet elle-même par ses progrès, ses prouesses, les greffes, la connaissance du fonctionnement du cerveau, ses capacités thérapeutiques du cancer, ses dépistages, ses progrès technologiques l'ont rendu ivre, avec le sentiment que désormais l'humain était à sa disposition, avait une plasticité pour laquelle la médecine apportait des réponses. Il est vrai que depuis toujours, depuis le début de l'humanité, chaque sexe a eu le sentiment que l'autre pouvait être choisi, et il y a eu ça continue, des modifications de la chevelure, modifications du visage, modifications de l'apparence, des habits. Et puis peu à peu, il y a eu des traitements chirurgicaux, le nez, la fesse, le sein. Les artistes ont commencé à trouver que leur corps devait s'habituer à ce que, éventuellement, la société leur demandait. Mais c'est assez récemment que la médecine a considéré que désormais, changer le genre au sens de l'apparence était devenu une de ses voies, une de ses possibilités. Et l'argent est venu au secours de ces modifications, et moi j'étais très frappé de voir que depuis 15 ou 20 ans, la médecine a été prise dans les raies de l'argent et qu'elle considère que désormais ce qui est payé est possible. Toujours est-il que ces modifications restaient de l'ordre, au fond, de l'apparence, et qu'il était très malséant de critiquer une personne qui avait recours, et les concepts de phobie étaient tout à fait justifiés. On n'a pas à se moquer d'un homme qui veut prendre l'apparence d'une femme ou réciproquement. C'est tout à fait légitime parce que cela encourage d'autres comportements antisémites, homophobes, insupportables. Tout cela est vrai, mais il y a désormais une rupture majeure, une rupture anthropologique qui est, au fond, la question des enfants et des adolescents qui, comme chaque être humain, a un passage pubertaire plus ou moins difficile ou facile. Chacun dans sa famille a vu à ce moment les comportements psychologiques des enfants changer. Et ce qui est frappant, c'est que cette angoisse pubertaire, légitime, normale, a trouvé recours depuis quelques années sur les réseaux sociaux à des réponses qui leur donnent le sentiment que leur malaise est accessible à un changement, que la médecine est là pour les aider et que pour leur bienfait, pour leur bonheur d'existence, ils peuvent y avoir recours. Et dans une société où les enfants sont beaucoup plus sensibles aux réseaux sociaux qu'aux discours de leurs parents, il y a eu une sorte de confiscation de la réflexion et que des enfants en perplexité sombrent dans une capture par les réseaux trans qui leur proposent de façon très simple un changement de genre en pensant que c'est très simple, c'est une situation très banale, réversible, que la médecine sait parfaitement ce qu'elle fait, qu'elle est prudente. D'ailleurs, que l'assurance maladie le rembourse, ce qui est tout de même très étrange. Et par conséquent, un traitement qui n'a aucune validité d'autorisation de mise sur le marché, au bout de quelques années, considère que
les autorisations de mise sur le marché sont accessoires et qu'un être humain peut recevoir un médicament non validé par la communauté scientifique de façon très indifférente. Cette thérapie proposée avec non pas une méfiance, mais un refus de l'attitude psychiatrique ou psychologique, méconnaît, d'une part, l'histoire de la médecine vis-à-vis des enfants. On oublie que les enfants ont été la cible de traitements ou d'expériences de laboratoire, surtout américaines, sur le traitement, ou en Suisse, je crois, injection du virus de l'hépatite B pour voir quelle était l'évolution générale chez les enfants handicapés, ou bien la stérilisation des enfants atteints de handicap mental pendant de longues périodes dans les pays du Nord. Bref, il y a un passé tragique de la complicité de la médecine vis-à-vis de thérapies non validées, en oubliant que la médecine, dans ce domaine, méconnaît aussi les conséquences médicales d'une transformation de genre, que ce soit la stérilité, la perte du désir sexuel, la déminéralisation osseuse, probablement la prise au long cours d'androgènes concourt à des cancers hépatiques, peut-être les œstrogènes des méningiomes, enfin tout cela n'est pas encore très connu, mais on sait très bien qu'à long terme, ces médicaments perturbent totalement l'économie physiologique de l'enfant, dans la mesure où la puberté est un conflit entre le mental et un corps qui vous échappe, un corps qui, vis-à-vis de l'extérieur, apparaît un petit peu étrange, et que les associations trans disent « nous sommes là pour réunir votre cerveau et votre corps de façon définitive ». Ce qui est donc très étrange, c'est que ce combat qui est proposé par des associations militantes terroristes qui sont d'une très grande violence, ne répondent pas aux critères éthiques. Je ne suis pas dogmatique d'accepter les principes éthiques de malfaisance, de bienfaisance, de respect de l'autonomie et de la justice, mais dans ce domaine, ils sont totalement bafoués, parce que la bienfaisance vis-à-vis d'un enfant ou d'un adolescent à qui on propose un changement de genre est quand même une réponse à la souffrance, mais une réponse qui est démesurée, comme si on répondait à un toxicomane qui est en détresse en lui proposant de la drogue, oui, pendant quelques jours, mais ne pas devenir un dealer parce qu'on lui propose de prendre de la drogue qu'il ne trouverait pas sur le marché. La médecine a toujours renoncé à se substituer aux dealers. De la même façon, la malfaisance, quand on sait que certaines situations sont irréversibles, devrait concerner la médecine. L'autonomie d'un enfant, l'autodétermination d'un enfant, Paul Ricoeur disait que un enfant, la croissance d'un enfant, c'est la découverte de lui-même ou de soi-même progressivement qui lui fait prendre conscience des conflits intérieurs pour les surmonter. Quant à la justice, éventuellement, si le droit dit qu'une anorexique ou un anorexique a un schéma corporel qui lui est personnel et qu'il faut le respecter, la justice est mise en cause. Autrement dit, ce qui m'a toujours frappé dans cette situation depuis quelques mois ou années, c'est l'étrange conflit entre le droit et l'éthique. J'en ai vu, durant ma vie professionnelle, beaucoup d'exemples où le droit prenait des positions que l'éthique médicale réfutait. Je me souviens par exemple que lorsqu'il y a quelques années, on a dit que le vaccin de l'hépatite B contre l'hépatite B entraînait la sclérose en plaques, la médecine a dit que ce n'était probablement pas le cas et la justice a considéré qu'elle savait que la sclérose en plaques était déclenchée par le virus de l'hépatite B. Autrement dit, la justice s'arroge au nom d'une sorte de le droit d'une harmonie, ne veut pas les conflits, oublie que l'éthique, non pas est meilleure que le droit, ce n'est pas un combat droit-éthique, mais que l'éthique, elle est là pour interroger, elle n'est pas là pour faire donner des principes,
Elle est là pour interroger ce qu'est le statut de l'enfant, le statut d'un être humain qui doit être capable d'avoir deux qualités fondamentales. La quête de l'autre, c'est-à-dire que c'est le tu qui fait le je, et qu'un je sans tu n'a pas d'existence. Quel paradoxe! Et donc, à partir du moment où l'enfant et l'adolescent doivent être protégés des mouvements intégristes qui, comme des sectes, finissent par les enfermer et qui font perdre leur propre discernement. Ce qui me frappe, et étrangement, je ne comprends pas, c'est comment des situations politiques où la gauche avait la réputation de protéger les droits humains, de protéger l'altérité, de ne pas laisser à l'argent le monopole des choses, finit par sombrer dans un discours de liberté qui ne réfléchit pas, au fond, à les conséquences d'une liberté dénuée de sens. Une liberté, ce n'est pas la liberté absolue de faire ce que l'on veut. Une société a besoin de vivre avec des limites. C'est son intelligence, c'est sa finalité. Alors que la droite, ou plutôt l'extrême droite, qui n'est pas un modèle d'altérité, finit par être le défenseur de ces situations. C'est pour ça que je ne comprends pas comment la médecine déshumanisée s'engage dans un combat idéologique fermé au nom de la souffrance des enfants, en y apportant une réponse délétère que je pense dans 15 ou 20 ans sera extrêmement sévère pour le métier que j'exerce. En effet, les mots qu'elle utilise, j'étais très reconnaissant à Céline Masson et Caroline Eliachev de trouver le mot d'angoisse, sexuation pubertaire, qui traduit exactement ce caractère angoissant qui doit être aidé par les psychiatres, par les psychologues, au nom de cette dysphorie de genre qui apparaît comme un concept qui est dénué de toute valeur médicale, mais qui est un concept idéologique. La transphobie qui fait que je suis accusé de transphobie alors qu'en aucune façon je reproche à un adulte de vouloir changer de genre, c'est sa liberté, mais qu'on ne touche pas à un enfant, on ne touche pas à un adolescent ou une adolescente, et que les concepts de liberté sont des concepts qui perdent absolument toute validité. Donc, je crois que, pour conclure, dans cette situation où récemment le rapport Cass, un rapport qui, pour la première fois, apporte des interrogations sur le sérieux au long cours des études scientifiques, et ce n'est pas un rapport idéologique, c'est un rapport qui demande simplement qu'avant de prendre des décisions, on ait beaucoup plus de preuves de la non-gravité de cette situation. Et au fond, ce qui me frappe, c'est l'idéologie qui saisit la médecine. Je suis frappé de voir, par exemple, que dans les premiers reçus à l'internat depuis 1 ou 2 ans, quelles sont les spécialités que les jeunes internes les plus brillants prennent? La chirurgie plastique. Comme si la médecine avait oublié le soin, elle avait oublié sa finalité, elle avait oublié son essence. Et je trouve que cet enfermement dans la médecine avec des arguments de respect de la liberté me paraît être de respect, au fond, de situations malveillantes. Je crois que la structure psychique et psychiatrique de certains adolescents, de certains enfants à ce moment est suffisamment connue en majorité pour être aidée et non pas être dévoyée ou adressée à une médecine où l'argent n'est absolument pas innocent. On parle toujours de conflit d'intérêts. Je pense que dans cette salle, il y a peu de conflits d'intérêts, alors que les associations sont prises dans des réseaux économiques, financiers, qui sont source de conflits d'intérêts. C'est pour ça que je crois que notre cri d'alarme sur la situation fait que dans 15 ou 20 ans, je ne serai plus présent au monde, eh bien, les gens regretteront et se demanderont comment on a pu en venir là. Un petit peu comme, au fond, Galilée, et pourtant,
elle tourne. Merci.